Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous de nous retrouver ce soir une nouvelle fois, la première de 2024 pour notre rendez-vous 30 minutes avec. Nous avons vraiment le plaisir et la chance ce soir d'accueillir le docteur Thomas Gargot, qui est maître de conférences universitaires et praticien hospitalier au Centre d'excellence de Tours dans le service de Frédéric Bonnet-Brilot. Thomas, bonsoir. Merci encore d'avoir accepté. Je te tutoie puisque nous avons eu l'occasion de nous fréquenter lorsque nous étions au service de psychiatrie de l'enfant à la Pitié-Salpêtrière chez David Cohen, qui le mois dernier a assuré ce rendez-vous 30 minutes avec et qui a à un moment donné diffusé une diapo sur les modèles dimensionnels et catégoriels qui a amené énormément de discussions parmi les collègues et dans le fil de discussion. Et c'est pourquoi il nous a semblé très intéressant de te solliciter sur cette question des modèles diagnostiques et nosologiques qui amènent toujours beaucoup d'interrogations. On a de plus en plus de collègues aussi qui sont soumis à cette question de raisonner de manière catégorielle et dimensionnelle. Donc merci encore d'avoir accepté de traiter ce sujet-là. Je te laisse la parole dans quelques secondes. Je rappelle juste à notre public que vous pouvez poser vos questions, s'il vous plaît, au fil de l'intervention de Thomas Gargot. Ça nous permet de compiler ces questions, de parfois les retourner un peu au propre et on les soumettra ensuite sur la seconde partie de l'intervention, les 30 dernières minutes, pour les discussions avec le public, avec toi Thomas. Je te laisse la parole. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci Antoine pour l'invitation et puis toute cette organisation. Je suis très content de pouvoir discuter de ce sujet. Alors avec peut-être deux biais, hein, je réfléchissais. Donc je suis dans le centre d'excellence autisme et TND, nommé plus sur la pédopsychiatrie générale, avec pas mal de nos recherches en neurosciences et le professeur Bonnet-Brillo qui est sur la physiologie depuis longtemps, et cette pratique un peu de recherche sur la physiologie depuis pas mal de temps. Et donc aux urgences, besoin un peu d'être pratique, et en même temps l'universitaire qui a le temps un petit peu de lire. Et voilà, une petite réflexion, parfois je sens en boutade, vous voyez que les diagnostics ne sont pas forcément si simples, donc parfois c'est quand même plus simple de faire de la thérapeutique et se concentrer sur des troubles, c'est forcément aussi simple que ça, alors qu'il y a des principes thérapeutiques transversaux. Alors, je vais vous présenter une réflexion personnelle issue de lectures sur différentes approches qui ne sont pas exclusives pour classifier les maladies mentales, pour s'organiser un petit peu dans ce métier et dans les décisions qu'il y a à prendre. Souvent, j'entends que le DSM, c'est pas suffisant, le diagnostic catégoriel, c'est pas suffisant. On s'en plaint beaucoup et je trouve qu'on en reste un petit peu là, alors qu'il y a plein d'éléments de réflexion dans la littérature pour vraiment montrer pourquoi c'est indispensable et pourquoi c'est pas suffisant et pourquoi et comment on peut faire autrement. Donc c'est un petit peu là mon propos de se dire il y a le modèle catégoriel, mais il y a d'autres approches très complémentaires et j'espère qu'on pourra en discuter ensemble. Des choses que vous faites déjà plus ou moins, mais de manière plus ou moins théorisée. Donc le premier, le modèle catégoriel, le DSM, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une collection de signes, de choses qu'on va voir chez le patient, de symptômes, de plaintes qu'il a, qu'on va regrouper en syndromes, de groupes en fait de signes et de symptômes. Et à partir de ça, on va définir des troubles. Alors troubles, parce qu'on est un petit peu modeste en psychiatrie, on ne parle pas de maladie parce qu'on ne comprend pas forcément très bien la cause, même si je pense qu'on comprend plutôt bien des facteurs de risque et de mieux en mieux des mécanismes. Mais il n'y a pas une cause, comme par exemple la tuberculose ou le diabète. Voilà, c'est bien plus compliqué que ça. Deux gros modèles, deux grosses classifications. La classification internationale des maladies, l'ICD-11, publiée par l'OMS, et le DSM-5, publié par l'Association américaine de psychiatrie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un diagnostic catégoriel, d'un raisonnement catégoriel? Avant les DSM, en fait, tout le monde y allait avec son diagnostic, son étiquette, et il y avait l'école française de psychiatrie, l'école allemande de psychiatrie, l'école anglaise de psychiatrie, et les diagnostics n'avaient pas les mêmes raisonnements, les mêmes réflexions, les mêmes substrats, les mêmes descriptions d'un pays à l'autre. Là, au niveau de la communauté internationale, on a réussi à se mettre d'accord pour se dire, voilà, une schizophrénie, c'est la liste de tels symptômes, à telle intensité pendant un certain temps. Et à partir de là, on parle de schizophrénie, on va parler d'autisme, voilà.
Les troubles sont complexes, la nosographie, elle va évoluer et évidemment, c'est pas si simple que ça. C'est quand même important qu'on se mette d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un raisonnement catégoriel? Bah, c'est le reflet des décisions. Je pense que c'est surtout ça, qui va expliquer ce raisonnement catégoriel. Je vais mettre un traitement médicamenteux ou pas, il y a un TDAH ou pas, il faut à un moment mettre un seuil et dire que là, il y a un tel nombre de symptômes, il y a un tel fonctionnement qui fait que je mets en place un traitement. Est-ce que je vais aménager la scolarité ou pas? Est-ce que je vais proposer une éducation, excusez-moi, une éducation spécialisée ou pas? Des soins spécialisés en CMP, en ITEP, en CESAD. Voilà, il y a besoin de prendre des décisions et le modèle catégoriel nous aide pour ça. Il y a besoin aussi de faire de l'épidémiologie, voilà, savoir que l'autisme, par exemple, ça touche 1% de la population. Et on voit en fait à quel point on peut se torturer autour de cette question. C'est très compliqué comme question parce que en fonction de où on va mettre le seuil, où il va être compris, comment on va le chercher, on va avoir des taux de prévalence parfois très différents entre pays. Et en fait, c'est vraiment pas si simple comme question. Après, pour un même facteur de risque, on peut avoir des expressions différentes, et puis, on a une variabilité qui est très importante. On va avoir des descriptions de la maltraitance peuvent donner des conséquences négatives sur le développement, sur la santé mentale, ça on le sait bien, avec des conséquences très différentes en fonction des personnes et des mécanismes, des causes qui ne sont pas forcément très bien connus, avec surtout une variabilité. Un autre exemple, par exemple les gènes. On s'est dit que les gènes allaient nous aider à clarifier un peu les pathologies psychiatriques, identifier un peu des sous-types. Et en fait, on voit bien que souvent, des gènes sont impliqués dans plusieurs maladies, dans plusieurs troubles du neurodéveloppement, dans plusieurs troubles psychiatriques. Et on retrouve un peu le même bazar au niveau de la génétique qu'au niveau des classifications psychiatriques catégorielles. Une évolution un peu du DSM, notamment en pédopsychiatrie, dans les troubles du neurodéveloppement, c'est que on s'autorise maintenant à faire des associations beaucoup plus de diagnostics entre eux et on en arrive à avoir un peu des piles d'assiettes. On peut avoir un trouble du spectre de l'autisme avec souvent, très fréquemment, un trouble du développement de la coordination, un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble des apprentissages, une déficience intellectuelle, et les choses s'accumulent à des degrés divers. Certains vont avoir 1, 2, 3 diagnostics. Ils ont un trouble, un mécanisme, une pathologie du neurodéveloppement qui va s'exprimer avec différents troubles. Ce qui fait qu'un autisme, ça reste un autisme et on va avoir des descriptions très différentes en fonction du degré de sévérité et des comorbidités associées. Et là, je parle que des troubles du neurodéveloppement. Par exemple, l'anxiété, on est retrouvé chez 40% des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. On voit qu'au-delà des signes et des symptômes, derrière, en fait, le diable se cache dans les détails. Il y a d'autres choses aussi dans les diagnostics catégoriels. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies non psychiatriques qui expliqueraient mieux? Et donc, on voit bien un peu le mécanisme des causes qui n'est pas si simple. Et d'ailleurs, par exemple, le syndrome de Rett a été supprimé du DSM, et quand il y a un phénotype d'autisme, finalement, on va garder cette étiquette d'autisme. Et il y a toute cette question sur le retentissement fonctionnel, et ça, on va rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce que ça gêne? Quand ça gêne pour de vrai, ça gêne la personne, elle ne peut plus agir sur son environnement, là, ça vaut le coup de poser un diagnostic. Et finalement, un patient, il vient, pas parce qu'il a un diagnostic, mais parce qu'il a une plainte, et c'est à partir de cette plainte qu'on va pouvoir travailler, c'est à partir de cette plainte qu'on va faire une réflexion diagnostique. Donc en fait, on a un modèle médical avec une catégorie, un symptôme, un groupe, un trouble, qui va vraiment être soumis à rude épreuve, qui traiter, quand, comment, et puis aussi derrière la question que rééduquer ou que compenser. Il y a beaucoup de troubles, on verra, ça va être en interaction avec la société, avec l'environnement, et si on change l'environnement, on verra, le trouble, il peut vraiment diminuer. Donc là, je vous ai présenté un peu le fonctionnement, le raisonnement et un peu les limites du diagnostic catégoriel.
Derrière, il y a un autre modèle où on ne va pas faire des boîtes avec des patients qui ont un TSA, des patients qui sont anxieux, des patients qui ont un TDAH. Là, on va essayer de mieux comprendre un peu le développement, la continuité d'un fonctionnement, par exemple l'attention, par exemple les relations sociales, par exemple les capacités de mémorisation, par exemple l'humeur, par exemple comment on va gérer l'intolérance à l'incertitude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des dimensions de fonctionnement. Ça, c'est un modèle qui s'appelle le Research Domain Organization Criteria. Donc, c'est des domaines d'organisation, critères de recherche. On a plusieurs domaines de fonctionnement, du normal au pathologique, avec vraiment cette idée de continuité. L'idée de spectre, par exemple, correspond un petit peu à ça. Dans le trouble du spectre de l'autisme, finalement, il y a un peu cette idée de trouble, donc de catégoriel, mais de spectre, donc de dimensionnel. Donc, différentes fonctions. Et pour bien comprendre les choses, on va les regarder à différents niveaux d'organisation. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des gènes, au niveau des molécules, au niveau des cellules, au niveau des circuits cérébraux, au niveau de la physiologie générale du corps, au niveau du comportement et au niveau aussi de l'auto-évaluation, ce qu'on pourrait appeler anciennement la phénoménologie, qu'est-ce qui est important pour le patient, qu'est-ce qu'il ressent. Et tout le problème d'insight aussi chez nos jeunes patients, auquel ça se développe, et d'où l'intérêt d'avoir l'évaluation aussi d'autres évaluateurs comme les parents, comme l'école. Pour bien comprendre ces différentes fonctions, ces différents niveaux d'organisation, il faut prendre en compte l'environnement et regarder comment ça se développe tout au cours du neurodéveloppement. Donc là, c'est un modèle théorique avec l'idée d'inspirer la recherche. Il s'est créé dans un contexte où finalement, les recherches en neurosciences appliquées sur les troubles psychiatriques catégoriels, l'imagerie du TDAH ou la génétique de la schizophrénie patinaient un petit peu. Donc ça, c'était vraiment porté par l'Institut national de santé mentale aux États-Unis, par Thomas Insel, avec l'idée de dépasser ces catégories et mieux comprendre ce qui se passe à différents niveaux d'organisation. Alors, certains détracteurs vont dire que c'est très neuroscientifique. En fait, on voit bien que l'idée, c'est très, très intégré. C'est des idées, en fait, finalement, qui sont assez anciennes, ces niveaux d'organisation, mais qu'on a tendance à oublier, notamment avec le diagnostic catégoriel. Donc là, on a Laborie qui parlait déjà des différents niveaux d'organisation. Pour bien comprendre le fonctionnement du cerveau, il faut regarder du niveau des molécules, au niveau des cellules, des organes, du système, des individus. Il y a des échanges d'informations avec l'idée de rester un état d'équilibre et puis de gérer des stress, de pouvoir maintenir son équilibre, son homéostasie. Et je trouve que c'est des modèles généraux dont on ne parle pas forcément suffisamment et qui restent vraiment d'actualité. Et puis Engel qui parle effectivement de la même idée avec ce modèle biopsychosocial de la molécule à la communauté, à la culture. Là, il y a une tendance un peu en psychiatrie au réductionnisme, à essayer de rechercher la cause, le gène, la cellule. Et puis finalement, on va moins se focaliser sur le fonctionnement, par exemple en psychologie sociale ou en sociologie ou historique. Il y a eu un impact très important sur la santé mentale du Covid, notamment avec les confinements. Et on voit que des décisions sociales ont un impact énorme. Cette approche dimensionnelle, donc, elle vient de théoriciens, elle vient de recherche en neurosciences, et en même temps, elle a une importance très, très pratique. Et ça, je pense que vous le faites déjà plus ou moins, c'est ce qu'on appelle la réponse graduée. Alors, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le traduire en français. Il y a des interventions qu'on va pouvoir fournir à la population en bonne santé, promouvoir la prévention, utiliser des guides d'auto-aide, faire de l'activité physique, avoir une alimentation saine, avoir un rythme de vie régulier. On va pouvoir cibler des patients à risque. On va pouvoir cibler après des pathologies légères, modérées, à sévères. Et là, on voit bien qu'il y a des interventions pour cibler la santé mentale, en augmentant l'activité physique à l'école, en facilitant l'accès à un psychologue libéral ou en facilitant l'entrée dans des soins d'une équipe pluridisciplinaire. Parfois, il y a besoin d'un médicament, et puis parfois, le CMP ne suffit pas, il faut une approche plus intensive en se déplaçant.
ou parfois, donc par exemple avec des CESAD qui vont pouvoir intervenir à l'école ou à domicile. Et puis parfois, c'est pas suffisant, il faut une institution type hôpital de jour, les IME. Donc il y a vraiment cette idée de graduer. Et puis on voit bien que ça peut poser un problème quand les structures sont trop rigides, quand le CMP ne peut pas faire de visite à domicile ou quand l'IME ne peut pas se déplacer à l'école. On voit bien que ça peut poser des problèmes. Et il y a un peu tout ce côté de faire des ponts entre les structures et cette approche quand même progressive entre un patient, quelqu'un qui va pouvoir bien répondre à des aménagements ou qui va avoir besoin d'une équipe pluridisciplinaire. Donc ça, c'est des choses finalement qu'on fait déjà et qu'on a parfois un peu du mal à conceptualiser. Un raisonnement dimensionnel, et si on essaye d'appliquer le RDoC sur un travail de recherche que j'avais fait sur la détection et la rééducation des difficultés d'écriture pendant ma thèse de sciences. Donc voilà, c'est des difficultés au niveau du système sensorimoteur, au niveau des actions motrices, voilà, qu'on retrouve dans plusieurs diagnostics catégoriels. Et en fait, on peut les comprendre à différents niveaux d'organisation, en génétique, en biologie moléculaire, en IRM, notamment l'implication du cervelet. On peut faire des mesures comportementales, et puis on peut faire des autoquestionnaires, comme le Developmental Coordination Disorder. Donc, c'est des choses voilà, qu'on fait déjà et mais qui sont bien conceptualisées. Alors, il y a des auteurs, par exemple Jean Xavier, qui essayent de regarder un peu comment on pourrait regrouper certaines dimensions ensemble et refaire des catégories. Donc là, c'était un exemple qui montrait. Voilà, je ne suis pas forcément pour cette approche. Il y a des comorbidités dans le TSM qui sont suffisamment compliquées, je pense, et qu'il vaut mieux associer, expliquer à un patient qu'il a un trouble qui s'exprime de différentes manières sur la motricité, sur l'attention, sur les habiletés sociales, sur l'intelligence, et expliquer au patient, à sa famille, et puis voilà, expliquer un peu ces différentes dimensions qui sont associées sans forcément vouloir refaire des sous-groupes. Voilà, je pense que c'est pas une approche qui clarifie les choses. Il y a le modèle catégoriel, on essaie de faire des boîtes. En fait, les choses ne sont pas si simples et il y a tout un continuum entre un fonctionnement normal, un fonctionnement pathologique pour chaque dimension du développement du fonctionnement, l'attention, la mémoire, la motricité. Et on ne peut pas comprendre les troubles sans comprendre un besoin d'interagir avec son environnement. Et ça, c'est le modèle fonctionnel. On peut parler de modèle de handicap, sauf que le modèle de handicap est un petit peu négatif. Tout le monde a besoin de fonctionner, faire des actions dans son environnement, et donc autant parler de modèle fonctionnel. Donc là, c'est aussi sérieux que la CIM. C'est publié par la classification, c'est publié par l'Organisation mondiale de la santé, ça s'appelle la classification internationale du fonctionnement. Elle dit qu'il y a des fonctions organiques et des structures anatomiques qui peuvent être altérées, peu importe la cause, qui vont empêcher de faire des activités et de participer à la vie de la société. Et finalement, on va être gêné parce qu'on ne va pas pouvoir écrire, parce qu'on ne va pas pouvoir aller acheter son pain, et on peut faire des choses dans l'environnement pour être moins sollicité, pour être plus inclus parmi les autres. Donc là, finalement, problème de motricité, si vous avez des problèmes pour marcher suite à un AVC ou une sclérose en plaques, le traitement étiologique peut être utile à un moment, mais ce qui va gêner la personne, comment aménager son environnement, avoir une rampe, avoir un fauteuil roulant, que quelqu'un puisse se déplacer chez lui, finalement, ça va être transdiagnostique, indépendamment de la cause. Penser à l'environnement, à comment on peut aménager l'environnement, ça peut être très utile. Les ergothérapeutes, ils ont un peu un train d'avance sur cet raisonnement, je trouve, d'aménagement de l'environnement et de handicap. Donc ça, c'est le modèle MDH-PPH. Vous voyez, il y a des alternations des systèmes organiques et des aptitudes à cause de facteurs de risque ou de causes des maladies, et qui vont entrer en interaction avec des facteurs environnementaux. Voilà, pour me déplacer, il faut que je prenne l'escalier. On me demande d'écrire 6 heures par jour et on ne peut pas me donner de copie. Et ça, c'est en interaction avec des habitudes et puis même un projet de vie. On va le reprendre un peu tout à l'heure.
une amélioration un peu de ce modèle en montrant qu'effectivement, il y a des relations, au niveau social, des facteurs environnementaux très personnels, dans quel milieu je vis, très communautaire, dans quelle ville et puis après sociétal. Par exemple, les règles, par exemple, l'AH, la MDPH, voilà. Les habitudes, les envies, ça c'est très, très important parce que, ça va déterminer un peu, des changements de vie. On voit bien à quel point c'est compliqué pour tout le monde de changer ses habitudes, hein. C'est un peu l'inconscient, c'est ça, hein. C'est vraiment des automatismes, des habitudes qui sont construits au fur et à mesure de la vie et puis, quand nos habitudes, nos milieux de vie, ils changent, quand on peut plus faire, ce qu'on aime faire, on peut être vite très gêné, très handicapé. Donc l'activité là-dedans, c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Participation, vraiment idée, de vie, réelle et puis, avec d'autres personnes et puis parfois je peux être gêné, donc la limitation d'activité, des restrictions de participation. Puis vous voyez, ça c'est, beaucoup en interaction avec des facteurs environnementaux. En tout cas, ça c'est bien défini et bien listé. Un petit livre très sympathique sur cette approche, de Nicolas Rintaud, qui s'appelle «Le guide de pratique de réhabilitation psychosociale», avec l'idée vraiment de pouvoir réfléchir sur un projet avant de réfléchir sur la cause, la maladie ou les symptômes. Hem et ça, c'est aussi beaucoup issu des travaux de recherche, en ergothérapie. Se baser sur la motivation intrinsèque, le projet de vie de la personne, l'accompagner là-dedans, ça va être une source de motivation, une source parfois d'obstacles, de gêne, sur lequel on peut brancher des soins, on peut proposer des soins. Par contre, à l'inverse, être dans un modèle paternaliste, avoir peur, la peur des proches, mais des professionnels aussi, de rechute. On dire: «Ah bah non, faut pas y aller trop vite, on va déjà faire les soins et puis on fera le projet personnel après». Le fait de surprotéger, de suraccommoder, le fait de, différer les projets, de mettre la personne sous cloche, elle va perdre ses habitudes de vie, elle va perdre, sa motivation, son projet et progressivement, voilà, il y a au risque de perdre des compétences et de perdre de sens, en fait et de rentrer dans une spirale de symptômes. Puis le fait de ne pas bien comprendre sa maladie, les tenants et les aboutissants, ça peut être un gros déterminant et d'où l'intérêt de l'empowerment et de respecter cette motivation intrinsèque et ce rythme. Et voilà, derrière, on voit un peu sous-tendre, les interactions qu'il peut y avoir entre symptômes et puis l'espèce d'emballement, d'escalade, de cercles vicieux qui peuvent exister et s'instaurer. Et là, on va parler de modèles interactionnels. Alors, il n'y a pas forcément de consensus de comment l'appeler, mais c'est vraiment un modèle qui explose complètement dans la littérature. Alors c'est pas si jeune que ça. Là, par exemple, en thérapie cognitivo-comportementale, Cotreau en 85, quand il parle d'analyse fonctionnelle, hein, donc essayer d'identifier à partir d'une situation quelles émotions, quelles pensées, quels comportements, découlent de cette situation et comment il peut y avoir des cercles vicieux entre ces émotions, ces cognitions, ces comportements. Il décrit très bien ça, en fait, des interactions, des mauvaises habitudes, des cercles vicieux qui peuvent se mettre en place. Et un gros moteur, on va le voir un petit peu après, ça va être l'évitement qui va nous enfermer dans des schémas, dans des cercles vicieux. Donc ça, finalement, c'était un outil de praticien en TCC qui était bien commode, qui est, assez systématique. Quand on fait la formation, par exemple la FTCC, il est bien, explicité que cette approche, se fait toujours après le diagnostic catégoriel. Par contre, pour savoir sur quelles pensées travailler, quelles émotions travailler, quel comportement travailler, on ne peut pas se passer de cette analyse interactionnelle, de cette analyse fonctionnelle fine sur, des schémas, des habitudes qui se répètent et qui peuvent être pathologiques. Et puis il y a des travaux plus, théoriques, parfois même philosophiques, à la fois entre les théories de la complexité en mathématiques et puis, la philosophie sur le domaine d'émergence, d'analyse de réseaux de symptômes
et comprendre les pathologies psychiatriques comme des émergences avec des cercles vicieux d'interaction entre différents symptômes, et puis maintenant avec des, des bases de données, des mesures un peu dans la vie quotidienne, de manière écologique, et puis des outils mathématiques qui permettent justement de mieux comprendre ces interactions entre ces symptômes et ces émergences de symptômes. Ce que montre très bien ce schéma et l'idée d'analyse fonctionnelle, c'est qu'il ne faut pas hésiter quand on travaille avec un patient, au-delà de travailler sur ses symptômes, au-delà de travailler sur son projet de vie, c'est travailler sur quelque chose qui le gêne en pratique, de manière précise, et que ce soit parfois positif ou que ça soit négatif, et travailler sur des situations très particulières dans lesquelles son fonctionnement va être reflété dans la vie quotidienne, pour pouvoir après l'aider à généraliser. Vraiment cette idée d'être précis comme si on était une petite souris ou un caméraman par rapport à une situation de stress interpersonnel ou d'anxiété ou de phobie, et pour pouvoir travailler sur cette situation et pouvoir généraliser. Là, un exemple que j'avais utilisé dans ma thèse de sciences, j'ai des difficultés d'écriture parce que, j'étais né un peu prématuré, parce que, ma maman, l'a pris des médicaments pendant la grossesse, parce qu'il y a des facteurs génétiques qui font que, c'est difficile pour moi la motricité, je suis un petit peu en retard. Ça peut déclencher des pensées: «Je devrais être meilleur que ça, je suis pas aussi bon que mes copains, en plus ils pensent que je le fais exprès». Ces pensées vont induire spontanément un comportement d'évitement. À court terme, c'est bien l'évitement, hein, ça soulage, on va diminuer un stress, ça marche très bien. Le problème à long terme, un phénomène de renforcement négatif, on devient addict au fait d'être soulagé, on va être de plus en plus anxieux, on va se sentir de plus en plus nul. Quand on est anxieux, on a tendance à confirmer ses pensées et à éviter encore plus. Et quand on évite, on est encore plus anxieux, et quand on est plus anxieux, on se sent encore plus nul et on rentre dans des cercles vicieux. Et la pathologie, finalement, c'est l'émergence à partir de micro-signes, de micro-phénomènes, de cercles vicieux, de choses qui s'auto-conditionnent, et qui tournent en rond. Donc là, c'est le modèle finalement de Cotreau, hein, de phobie simple. Et puis après, quand on est dans des apprentissages, dans le développement, dans un trouble du neurodéveloppement, on voit bien que si on évite des choses, bah, c'est plus compliqué pour apprendre. On a moins d'opportunités d'apprentissage, et si on a moins d'opportunités d'apprentissage, on a plus de difficultés d'écriture. Et donc, il y a une interaction entre des facteurs affectifs et des facteurs du neurodéveloppement. Alors, à vouloir identifier à part le neurodéveloppement, finalement, on voit bien que ça ne colle pas, parce qu'il y a une intrication entre ces facteurs d'apprentissage, développement et affectif, et une émergence en fait de troubles à partir de ces interactions. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que, bah, si on intervient tôt, on peut éviter peut-être une chronicisation dans des cercles vicieux. Là, j'ai repris une méta-analyse, sur l'évolution, 2 méta-analyses sur les évolutions des symptômes psychiatriques en fonction du développement. On voit bien que l'anxiété, ça apparaît tôt dans le développement, et puis après, dessus, il y a d'autres troubles, les TOC, les troubles du comportement alimentaire, et finalement, voilà, probablement en agissant tôt, on pourrait éviter, l'évolution vers d'autres troubles. Les patients addicts, il y a beaucoup de recherches actuelles sur le fait de, chercher, identifier et de traiter des TDAH pour, éviter, justement cette spirale infernale de l'addiction, et peut-être de bien traiter en avance ces troubles du neurodéveloppement permettrait d'éviter que ça évolue. Et on voit bien dans l'apparition en dessous de pathologies psychiatriques, on a un pic d'apparition à 14 ans et demi. Les pathologies finalement psychiatriques sont des pathologies chroniques de l'enfant. Et on voit bien que le temps il est pas homogène. 1 an quand on a 10 ans et qu'il y a un trouble qui apparaît, et 1 an quand on a 55 ans et quand on a un trouble qui est très évolué, très chronisé, c'est pas pareil. Pour éviter de rentrer dans ces cercles vicieux, probablement il est plus important de faire des interventions de crise au bon moment, des interventions précoces pour éviter justement que l'engrenage parte et qu'il y ait une désocialisation, il y ait une suradaptation, qu'il y ait des compensations trop fortes, il y ait des prises de risques, des prises de toxiques. Voilà. Dans l'autisme, on voit bien aussi qu'on peut avoir cette réflexion interactionnelle, hein, d'interaction entre différents phénomènes, et l'important d'essayer de tout intégrer et de tout mettre ensemble. Il y a des difficultés motrices qui sont très, très fréquentes dans l'autisme, et qui apparaissent vraiment dès le début du développement et qui semblent assez spécifiques, hein. Les difficultés motrices dans l'autisme et les difficultés motrices dans tout le développement de la coordination, ça a pas l'air d'être les mêmes du tout, hein.
des capteurs électroniques arrivent à bien les mesurer. Il y a des difficultés d'intégration sensorielle aussi, avec une une hypersensorialité. On parle de sensorimoteur, le système sensorimoteur, pour bien comprendre ce qui se passe quand je bouge mon bras, il faut que mes informations sensorielles, elles passent bien. Et, à partir de ça, progressivement, je vais améliorer ces apprentissages sensorimoteurs, mon intégration, ma position dans l'espace, l'exploration de mon environnement, et les deux sont intégrés. On parle de boucle perception-action, par exemple. Ces apprentissages, ils peuvent être perturbés parce qu'on a des difficultés liées à des perturbations neurobiologiques, on a un gène de travers, je dirais, il y a eu certains médicaments pendant la grossesse, mes parents avaient un certain âge, qui a fait que j'étais plus à risque d'avoir cette difficulté d'apprentissage et de m'enfermer dans cette difficulté de bon apprentissage de la boucle perception-action. Mais alors, c'est très loin de ce qu'on parle quand on parle de difficultés d'interaction sociale, on est quand même à un autre niveau. Et en fait, pas tant que ça, parce que pour bien comprendre l'émotion d'un autre, on doit finalement l'imiter, on la reproduit. Si je bloque ce phénomène d'imitation, de synchronisation, par exemple avec de la toxine botulique qui va paralyser les muscles du visage, je vais diminuer les performances de compréhension d'une émotion chez un individu. Et finalement, bien comprendre une émotion, c'est être capable de l'imiter. Et ça, c'est des choses qui se font de manière automatique, inconsciente, pas forcément rapportable, non rapportable, pardon, heu et hem et qui vont être un point de départ probablement dans les difficultés d'intégration sociale, de synchronisation avec les autres. Quand je suis pas bon, bah, j'ai tendance à être anxieux, à éviter. Quand j'évite, bah, j'apprends pas. Et puis je suis en difficulté, j'évite, et puis ainsi de suite. On a un double cercle vicieux là qui se passe. Si j'ai des difficultés à comprendre les autres, comprendre les émotions, comprendre les intentions, bien synchroniser avec un groupe, être dans les échanges, je vais avoir des difficultés pour obtenir des récompenses sociales, pour me socialiser, pour communiquer mes besoins. Ce qui va faire que je vais probablement être frustré. Si je suis frustré, j'ai plus de troubles du comportement, j'ai plus de crises classiques. Si j'ai plus de crises classiques, si j'ai plus de problèmes de comportement, on va avoir tendance à m'isoler. Si je suis isolé, j'ai plus de difficultés à communiquer mes besoins, demander des récompenses sociales, et on voit là qu'on a un troisième cercle vicieux. Donc on voit bien, finalement, ça c'est des choses très simples, chaque module il est plutôt bien identifié. Et voilà, il y a des choses qu'on fait déjà, qu'on connaît bien, catégorielles, et on s'en plaint. Et finalement, le dimensionnel, le fonctionnel, l'interactionnel, c'est des choses qu'on fait plus ou moins, mais qu'on a parfois un peu plus de mal à conceptualiser. Et puis voilà, l'idée de ce soir, c'était de montrer qu'il n'y avait pas que le DSM dans la vie, et que voilà, il y a plein d'approches complémentaires qu'on fait déjà plus ou moins, et peut-être mieux les penser. Ça permet d'être plus légitime, de se dire, voilà, on ne sait pas, mais on va augmenter l'intensité du soin. Là, c'est important, au-delà du diagnostic, de se cibler sur le projet de la personne, et puis de bien identifier une situation particulière pour essayer de voir ces phénomènes d'apprentissage, de cercle vicieux qui se mettent en place et qu'on comprend de mieux en mieux. Voilà ce que je vais vous dire, et puis je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, c'était vraiment hyper clair, hyper intéressant. Alors, avec le temps, on a moins de participants en live, donc on a un peu moins de questions, mais j'en ai recueilli quand même pas mal qui m'ont envoyé directement. Je laisse aux participants le temps de réagir s'ils le souhaitent. Merci beaucoup. Je pense que la dernière partie va faire pas mal réagir. En tout cas, j'ai eu beaucoup de questions qui portaient sur l'approche interactionnelle. D'ailleurs, je pense que c'est... j'avais pas forcément entendu ce terme-là, approche interactionnelle. Jusqu'ici. On parle de proches en réseau aussi. Donc en TCC, on va parler d'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle me pose un problème, donc il faut parce que le fonctionnement aussi, fonctionnement handicap, c'est vrai que ça c'est assez proche. Mais c'est vrai qu'il y a pas de j'ai l'impression qu'il y a pas trop de consensus. Il y a un consensus pour se plaindre du DSM, ça je pense c'est assez clair. Il y a pas forcément de consensus sur ces 4 regards complémentaires, même si finalement quand on regarde la littérature, Ah, on a perdu Thomas. Je pense qu'il va revenir.
À mon avis, ce n'est qu'une interruption temporaire. Catherine dit: «Je compte sur votre réactivité pour le faire entrer dans la salle quand il va arriver, parce que je suis pas sûr de le voir moi». Ah, voilà. Merci. Ah, c'est bon Thomas, Je super. suis revenu. Donc, je disais, il y a un consensus pour se plaindre du DSM. C'est des choses, les autres modèles existent dans la littérature. Et après, comment on les appelle, ça va peut-être un peu différent. Donc, en tout cas, on parle beaucoup d'analyse en réseau, en fait, et de réseau de symptômes pour l'approche Mmh. interactionnelle. L'interaction, ça veut juste dire que la somme est supérieure aux parties, quoi. Je me lance sur une première question, Thomas, de Céline, qu'on a dans le chat. Il fait une remarque qui est venue sur les dernières diapos. Donc elle parle du problème de se programmer. J'ai vu la question arriver là sur la fin de ton intervention. Le problème de ce programme, c'est qu'il est fidèle aux excès d'Amérique du Nord et aux dérives du DSM, où l'agir-tôt s'est transformé directement en diagnostiquer-tôt, avec les problèmes de surdiagnostic que nous vivons ici, notamment en termes de TDAH, qui peut être d'ailleurs posé par le médecin de famille et voire une infirmière. Voilà, je pense que le propos, peut-être que les infirmiers aujourd'hui ne sont pas autorisés à poser les diagnostics. Néanmoins, je suis curieux d'avoir ta réaction sur la remarque de Céline. Moi, c'est des questions qu'on a beaucoup en urgence, en liaison, et puis on ne peut pas se cacher derrière une batterie d'examens ou une hospitalisation de 2 semaines, voilà. Avec des ruptures de fonctionnement, majeures, des patients qui sont en crise de colère, qui se roulent par terre dans les urgences, voilà, il faut qu'on puisse trouver des choses. C'est des patients, déjà, il y a souvent des contextes sociaux, des contextes familiaux qui peuvent être compliqués à prendre en compte. Il peut y avoir des troubles du neurodéveloppement associés, comme un trouble du développement de la coordination. Et finalement, ce qu'on va voir, ce qu'on va peut-être appeler peut-être TDAH, impulsivité, ça peut être une fatigabilité énorme à cause de d'autres troubles. Et là, ce qui est très clair, c'est que les troubles du neurodéveloppement, ils sont rarement seuls, ils sont rarement identifiés seuls. Donc, l'autisme, on connaît bien. Et en fait, on est en train d'exploser en parlant de spectre et de chercher d'autres comorbidités. Le TDAH, on connaît bien, on voit bien que c'est associé à d'autres choses. Et dans là, ça évolue effectivement. On a aussi le TND, on disait, voilà, il faut bien regarder toutes les différentes sphères de développement, il peut y avoir des interactions entre eux. Il y a vraiment des patients qui sont gênés dans leur fonctionnement. Et, et c'est des traitements qui fonctionnent très bien, avec une très bonne taille d'effet. À partir de quand il faut traiter? Donc là, je pensais à un patient qui avait des grosses crises de colère. Il avait un trouble du développement de la coordination, pour sûr, difficulté d'accès aux soins, tout l'intérêt de la réponse graduée, et d'aider au maximum les collègues en libéral, pour faciliter l'accès aux soins. Et puis, je me suis dit: «Bon, on va mettre en place un traitement pour réguler les émotions, le temps de pouvoir avoir accès à la psychomotricienne». Un bilan avait déjà été fait. Il était tellement impulsif, tellement explosif, avec tellement de difficultés de régulation émotionnelle, je me suis posé la question du TDAH. Et finalement très, très fatigable. Je me suis dit: «Bon, voilà, on attend un petit peu, il y a une fragilité attentionnelle, il y a une, irritabilité, peut y avoir une impulsivité, des difficultés de régulation émotionnelle. On va attendre un petit peu avec le traitement médicamenteux, commencer les soins de psychométrie de psychomotricité parce qu'il y a ce trouble du développement de coordination». Donc je me dis: «Je ne vais pas poser le diagnostic de TDAH tout de suite». Et puis là, il y a le médecin scolaire qui m'appelle, qui me dit, «Bon, on va faire des aménagements, alors on va faire des aménagements TDC, est-ce que je fais des aménagements TDAH?» Et là, je lui dis: «Bah oui, on va faire des aménagements TDAH». Et là, je me suis dit: «Mais bon, je suis un escroc, à la fois je mets pas de traitement, je dis qu'il y a pas de TDAH, et en même temps je fais des aménagements», mais vraiment avec finalement avec cette approche graduée, se dire, voilà, on va essayer des choses, et si ça diminue un peu les symptômes, et si ça permet d'apaiser, voilà, il n'y aura peut-être pas besoin d'aller au traitement, médicamenteux spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter un peu ce jugement du clinicien, cette évaluation très, pragmatique et écologique? Eh ben, ce qui a été bien montré dans les recommandations sur le TDAH, c'est qu'un bilan psychologique peut être tout à fait normal, avec un bilan intentionnel complètement normal dans un TDAH, et que, ça va être, le diagnostic, écologique avec les symptômes qui va vraiment aider et nous orienter là-dedans.
Et parfois, on peut se cacher un peu derrière des examens complémentaires. Ça peut guider, hein, mais c'est pas ça qui va être le plus déterminant. Oui, mais alors, la dimension très comportementale du TDAH, dans sa manière d'appréhender le diagnostic, est-ce que ça la rend pas plus difficile à être identifiée par des tests qui sont pas une approche comportementale? Enfin, tu vois, je me dis qu'il y a quelque chose qui m'a toujours semblé un peu compliqué sur un plan épistémologique, de dire, identifier quelque chose qui est défini plutôt sur des critères très comportementaux, que, les tests, quand on parle de tests, on n'est plus du tout dans une approche comportementale, on est dans une approche, cognitiviste. Ça veut dire avec une superposition de compétences, dans une tâche standardisée et une statistique. Enfin, moi, je me demande dans quelle mesure, quand on parle de ces recommandations, on prend en compte cet aspect-là. Ça, c'est une 1re question et et ensuite, je me disais souvent, à la limite, si on devait, chercher le TDAH de manière textuelle, on devrait faire la dose du TDAH, c'est-à-dire faire des situations dirigées de jeux, plus écologiques, pour chercher quelque chose qui est défini dans une dimension comportementale, mais autant qu'on allait le chercher dans la dimension comportementale. Je vois pas comment, dimensionnellement, on peut chercher quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que demander à faire des tests dans le TDAH, c'est avoir une approche dimensionnelle. La situation de test, actuellement, hein, peut-être que ça va évoluer, la situation de test, effectivement, dans le TDAH, pour l'instant, est très peu écologique et fait que, être en face d'un psychologue ou avec un test papier-crayon, avec un ordinateur, on peut avoir une bonne attention, pouvoir mobiliser son attention, alors qu'en classe, après 7 heures, 8 heures, de travail, ça peut être beaucoup, beaucoup plus compliqué et induire ces manifestations comportementales. La dose dans l'autisme, voilà, on voit bien qu'après avoir fait parfois tout le bilan du neurodéveloppement, on se rend compte qu'il y a d'autres troubles qui expliquent mieux que l'autisme, même si une ado c'est pathologique. Donc c'est des questions qui sont vraiment compliquées et je pense qu'une réponse plus graduée, plus précoce, hem et voilà, ne pas avoir peur d'être pragmatique, je pense que c'est tout à fait légitime, quoi. J'ai une question, de Morgane qui m'a été adressée en DM. Hem, on me dit depuis 10 ans que le TSA dans le DSM-5 est une approche dimensionnelle et que le TED est une approche catégorielle. Et du coup, elle dit: «Je ne suis plus sûre de faire vraiment la différence». C'est une bonne remarque parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a dit il y a 10 ans quand on a commencé à parler du modèle TSA. Mmh, mmh mh. Alors que finalement, c'est vrai que dans ton propos et d'ailleurs c'est quelque chose qui est largement hésité, on a tendance à dire aujourd'hui que c'est plutôt une approche catégorielle. Mmh. Bah, trouble, c'est une approche catégorielle, hein, vraiment dans l'idée d'associer certains symptômes, à la fin, on fait un diagnostic. Et spectre, dedans, il y a le spectre du dimensionnel, c'est-à-dire qu'on peut avoir différents degrés de sévérité. Et le DSM évolue bien de plus en plus en disant: «Mais il faut faire un bilan du langage, il faut faire un bilan cognitif en plus», et c'est vraiment très important, pour comprendre le fonctionnement. Donc finalement, le DSM est assez ambigu par rapport à ça et de plus en plus, il va faire un peu des piles d'assiettes pour essayer de compenser un peu ces difficultés. À bout d'un moment, quand on parle d'un diagnostic ou pas, j'allais dire, on est dans une démarche, une pensée, une philosophie catégorielle, quoi. OK. Louise nous demande s'il y a des différences entre le DSM-5 et le DSM-5 révisé? Notamment, on prend beaucoup plus en compte, le niveau cognitif et le niveau du langage qu'il faut bien décrire. Voilà, j'aurais pas tous les détails, mais effectivement, il y a quelques petites différences, notamment au niveau des troubles du spectre de l'autisme. Mais c'est vrai pour tous les TND? Je pense que la question portait sur les TND en général. J'en ai entendu parler pour le TSA, sur le TND en général, je ne peux pas trop dire. Ouais. Vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on se permet d'avoir des comorbidités. Voilà, avoir un TSA, DI plus, un TDC plus de l'anxiété, ça, c'est vraiment une modification un peu de la manière de penser les choses. Voilà, mettre en place du méthylphénidate dans, un TDAH, dans un autisme, c'est des choses qui se font alors qu'elles ne se faisaient pas. D'ailleurs, je pense que ça rejoint un peu la question d'Andrea qui vient juste après.
Peut-on encore parler de multidys et sinon, pourquoi? Alors, dire que moi, quand on me parle de névrose ou de psychose, je dis: «Mais qu'est-ce que ça veut dire?» Et je pense que multidys, il est temps de dire pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les dimensions du développement qui sont, impactées et qu'est-ce qui est gênant? Et c'est ça qui est important, et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu intéressant et important dans le diagnostic d'autisme, c'est quels sont les différentes, impacts, différents niveaux de développement en pratique. Et il y a 2 autistes, donc 2 multidys qui vont pas être pareils. Donc je pense qu'il faut être, on peut pas en rester au diagnostic de multidys, il faut être plus précis que ça. Mais après, ça nécessite de faire un peu des piles d'assiettes, bon. Bachou, qui dit travailler en CMPP et psychomotricienne. Il nous est difficile de nous mettre d'accord sur le diagnostic des TSA, notamment avec l'équipe médicale, qui peut facilement poser les diagnostics de TSA, alors que moi, je ne retrouve pas les signatures motrices typiques. Sur quel modèle nous conseillez-vous de nous appuyer? C'est pas une question facile, ça. À quoi ça sert un diagnostic? Un diagnostic, ça sert à réfléchir, à communiquer entre collègues, et à orienter et et réfléchir sur de la thérapeutique. Et finalement, le diagnostic d'autisme, probablement en fonction des équipes, en fonction des centres, en fonction de la société, il va être plus ou moins instrumentalisé. Et par exemple, moi, j'ai préparé un petit chapitre sur l'épidémiologie de l'autisme et la prévalence de l'autisme. On trouve mais de tout et son contraire, c'est incroyable, de diversité de méthodes, de prévalence. On cherche au mieux, mais aussi, je pense qu'on parle plus du tout des mêmes choses, quoi. Donc, un diagnostic, c'est un outil pour expliquer les choses. Voilà, et puis, qu'est-ce qui est typique, qu'est-ce qui est pas typique? Et puis, je pense qu'aussi, c'est important de se dire que, un diagnostic, c'est une description du fonctionnement à un moment donné, c'est pas la messe. Et puis les gens, ils sont capables aussi de comprendre qu'on se pose la question, on cherche, il y a ça qui est évocateur, il y a ça qui est pas évocateur, il y a ça qui gêne, il y a ça qui ne gêne pas, il y a ça qu'on peut éduquer de telle manière ou pas. Et finalement, c'est ça qui va être plus important qu'il a ou il a pas un autisme, peut-être. À la fin, je pense que ça concerne le diapo que tu as présenté sur la fin avec l'évolution des risques. Est-ce qu'il existe justement des grilles pour mesurer l'évolution des risques de santé chez les ados avec TND? Et peut-on les calculer? Alors là, c'était l'évolution des fréquences, qu'on appelle des prévalences de troubles psychiatriques chez les enfants, et à quel point beaucoup de troubles psychiatriques apparaissent tôt dans le développement. On avait fait un travail où on regardait, je réponds juste par un petit bout de la lorgnette, mais je peux répondre que sur ça. Comment on mesure l'anxiété dans l'autisme? Est-ce qu'on la mesure différemment? Alors, déjà, la première réponse, c'est on mesure les troubles psychiatriques différemment chez l'enfant. Ça, j'ai un peu évoqué parce que il y a les capacités de développement, de compréhension de son fonctionnement, d'insight qui s'améliorent avec le temps. Et il peut y avoir quand même une certaine souplesse, une certaine plasticité, une certaine phénomène de compensation. On parle beaucoup, par exemple, de masquage, pas forcément ce nom-là, mais on peut avoir un comportement très différent en fonction des contextes. Et c'est important en pédopsychiatrie d'avoir une évaluation multi-évaluateur. Et c'est normal de ne pas être d'accord là-dessus. C'est normal que le rapport de l'enfant, que le rapport du thérapeute, l'évaluation du médecin, du thérapeute, l'évaluation des parents, du papa, de la maman, de l'école soit différent. Et ça voilà, c'est connu, c'est bien décrit, et ça pose pas de problème. Et ce qui nous a été surprenant, c'est que finalement, les échelles pour mesurer l'anxiété dans l'autisme étaient plutôt bien validées quand elles étaient issues un peu du monde de l'anxiété normale, et quand elles étaient validées pour les sujets non autistes. Alors, il y a une échelle un peu spécifique qui prend en compte
les particularités sensorielles un peu plus. Mais globalement, la communauté d'anxiété dans l'autisme était évaluée de la même manière. Alors que historiquement, c'est pas du tout ce qu'on pouvait avoir en tête. Et pour les autres troubles, pour le coup, ça, je pense que voilà, on sait pas trop en fait. On sait pas trop. Je pense qu'il faut rester au niveau des critères consensuels. Et il n'y a pas de choses spécifiques. On vous a perdu. Vous m'entendez? Ah, ça y est, c'est bon. Oui, parce que j'attendais Antoine. Ah voilà, Antoine revient. Ouais, désolé Thomas pour le moment de solitude, mais c'est que techniquement, je ne sais pas pourquoi, des fois ça déconnecte. C'est très désagréable. Ouais. Pardon pour l'approche technique. Allez, une dernière question. Tiens, je vais prendre la question la plus provoque que j'ai trouvée d'Edith qui m'a envoyé ce message privé. Est-ce que Est-ce que l'autisme existe réellement avec tous ces modèles? C'est pas la question la plus Oui, parce qu'il y a des gens qui se revendiquent autistes, qui permettent de mettre en place des groupes d'habilité sociale, qui permettent de comprendre leur fonctionnement en société, qui permet de voir qu'il y a besoin de soins spécifiques. Parfois, aussi, on a des questions un peu théoriques, un peu philosophiques, alors que les formes d'autisme sévère avec des déficiences intellectuelles importantes, on ne se pose pas forcément trop de questions. Et puis, parfois, on va se poser beaucoup de questions, essayer de tout déconstruire à partir de formes un peu de troubles du spectre de l'autisme légère, de syndrome d'Asperger. Je pense que vraiment, il y a une vraie utilité. Après, voilà, il faut une autre manière aussi de dire que l'approche dimensionnelle est pertinente, c'est de se questionner pourquoi ces troubles sont aussi fréquents. Ces troubles sont aussi fréquents parce que il y a des troubles, il y a des fonctionnements les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux peuvent avoir une vraie utilité dans la vie sociale, dans la vie quotidienne et peuvent être fonctionnels. Et là, c'est un courant de recherche que j'aurais pu citer qui s'appelle la psychiatrie évolutionniste, c'est-à-dire que pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que la dépression, l'anxiété, il faut comprendre l'évolution du développement humain, en quoi il y a une partie tout à fait animale en nous et à quoi ça sert d'être un peu anxieux, un peu déprimé, un peu autiste. Et voilà, le fait de pouvoir être un peu dans sa bulle, de pouvoir penser par soi-même, le fait d'avoir besoin d'explicite, c'est extrêmement utile dans certains corps de métier. Extrêmement, extrêmement utile. Le fait de toujours être d'accord avec tout le monde, le fait de rester tout le temps dans l'implicite, c'est utile dans d'autres corps de métier, quoi. Donc voilà, je pense que parfois on se pose beaucoup trop de questions et oui, le diagnostic d'autisme, il est utile, même si il est compliqué. Ok. Allez, peut-être une dernière remarque d'Istiklal, qui je crois nous suit depuis l'Algérie. Il me semble que je l'avais vu l'écrire au tout début du webinaire, qui nous demande quelles sont les échelles les plus utilisées. Les échelles, pourquoi? Je pense diagnostic, les échelles nosologiques. Donc, il y a le DSM qui fait consensus, et à partir de ça, il y a des échelles comme la mini chez l'adulte qui reprennent un peu différents éléments du DSM. Il y a l'équivalent en pédopsychiatrie alors CASATS, peut-être que tu connaîtrais mieux que ça, qui essaie de reprendre tous ces symptômes-là. Voilà, après, disons que
cette démarche diagnostique et pourquoi on évoque et pourquoi on pense à un diagnostic, c'est indispensable. Et c'est le plus important derrière peut-être un diagnostic. Comment on l'a fait, à quel moment, et se voir que c'est pas la messe et que ça évolue aussi en fonction du développement et qu'est-ce qui va aider la personne à un moment donné. Et il y a un autre point aussi qui peut être important dans l'empowerment, en psychothérapie, c'est pas vouloir enfermer la personne dans un diagnostic. À un moment, il y a un besoin. À un moment, voilà, il faut pas que ça soit, faut que ça soit une aide et pas qu'elle s'enferme là-dedans, quoi. C'est une personne avant d'être un diagnostic. Écoute, ça fait un joli mot de fin. Merci beaucoup, Thomas, pour ton intervention. Vraiment de très grande qualité. Merci vraiment. Je rappelle à tout le monde que notre prochain rendez-vous au mois de février, pardon, aura lieu le 16 février. Je vous laisse vous reporter à notre publication d'événements pour en connaître la thématique. Merci encore à tout le monde. Belle soirée. Merci encore, Thomas. Merci en tout cas pour l'invitation et toute cette organisation et toutes ces questions. C'est très stimulant. Et puis, à très bientôt. Au revoir à tous. Je coupe le live. Non, Catherine, je te laisse couper le live.